Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Nathalie Poulet-Laurent du BCN Infrastructure de Recherche et je vais vous parler de l'appel qui concerne donc plus particulièrement les infrastructures de recherche. Donc, Nathalie, on ne t'entend pas très bien. Ah. Je vais essayer de monter le son. Vous m'entendez mieux là? Vous m'entendez mieux? Là, ça va mieux, ouais, tu es plus proche. En fait, tu apparais assez loin. Un peu calme, mais oui, oui. Très bien. Okay. Donc, l'un des objectifs phares de la commission... alors, attendez, parce que du coup, là, on est parti trop loin. L'un des objectifs phares de la Commission européenne est d'atteindre la neutralité carbone en 2050 avec une date intermédiaire de 2030 pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50%. Donc pour ce faire, la Commission européenne a souhaité ouvrir un appel Pacte vert européen dès Horizon 2020. Il comprend 11 domaines. Donc nous allons aujourd'hui parler du domaine 9. Et particulièrement en ce qui me concerne donc de l'appel 9-1 qui est plus particulièrement dédié aux infrastructures de recherche. Dans cet appel, vous avez deux topics, un topic A et un topic B. Le topic A est renforcer le leadership européen dans les technologies de stockage d'énergie propre et le topic B, infrastructures de recherche européen et réseau d'observation des gaz à effet de serre, de la qualité de l'air et de la santé des citoyens dans les villes. Alors, quels sont les enjeux de ces deux appels? Concernant le premier topic, concernant donc le stockage de l'énergie, il s'agit de s'appuyer sur les principales infrastructures de recherche qui sont plus particulièrement concernées par le domaine du stockage de l'énergie, bien sûr, de les ouvrir, mais aussi de développer des services qui sont actuellement manquants. C'est un objectif qui est très important. Concernant le topic B, plusieurs infrastructures de recherche ont été identifiées, ce qui n'est pas le cas du topic A. Il s'agit de ICOS, Actris et IAGOS, car ce sont les principaux vecteurs de connaissances nécessaires dans le domaine. Néanmoins, ça n'exclut pas la participation d'autres qui considéreraient que ça puisse être pertinent de participer également. En tout cas, c'est les trois qui ont été identifiés. Et ce qui a été observé, c'est que ces infrastructures de recherche ne couvraient pas de manière suffisamment appropriée les villes et les sites à forte intensité industrielle qui sont la plupart du temps à proximité des villes. Et donc, ce qui manque notamment, ce sont des mesures in situ dans les villes et aux alentours pour quantifier les émissions anthropiques de gaz à effet de serre et de nanoparticules, notamment pour voir quels sont les dommages potentiels pour la santé, puisque pour l'instant, on ne sait pas encore les évaluer suffisamment. Le topic 1, puisque nous allons voir maintenant quels sont les enjeux de ces deux appels, pour le topic 1, il s'agit de s'appuyer sur les principales infrastructures de recherche dans le domaine du stockage de l'énergie et de les ouvrir. Ah ben non, mais ça je vous l'ai déjà dit. Donc, quels sont les objectifs du topic A? Il s'agit de financer le développement d'un écosystème européen de recherche et d'industrie avec l'objectif de traiter toute la chaîne de valorisation correspondante. La question de la valorisation est très importante dans ce topic et il s'agit donc de renforcer la compétitivité des industries actuelles et émergentes pour permettre ensuite des ruptures dans la recherche et l'innovation et de permettre une meilleure compréhension également des mécanismes socio-économiques. Ça, c'est l'aspect un peu SHS de l'appel, comprendre les mécanismes socio-économiques qui sont induits par les changements technologiques et aussi favoriser les pratiques sociales climatiquement neutres. Comment est-ce qu'on s'adapte à ces changements? Le budget est dédié de 7 millions d'euros et la Commission s'attend à avoir une seule proposition puisque un des points essentiels de l'appel, c'est de créer une synergie entre les infrastructures existantes.
Donc, les activités en tant que telles, c'est de fournir un accès transnational et virtuel. Le terme virtuel est important, il est bien développé dans l'appel, et développer des services conjoints qui ne sont pas encore existants à l'heure actuelle. Et puis, les activités devront contribuer à la réalisation d'objectifs d'initiatives européennes, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut couvrir l'ensemble du champ des infrastructures de recherche telles qu'on les connaît, c'est-à-dire que ce soit les infrastructures qui relèvent la feuille de route ESFRI, les ERIC, les infrastructures de recherche en général, mais également avoir dans son champ d'horizon, au moment où on va déposer cette proposition, des initiatives européennes telles que les alliances sur les batteries. Vous avez un lien hypertexte qui vous est proposé, vous pouvez cliquer dessus pour avoir des informations complémentaires, ou alors les European Innovation Test Beds, qui sont également des initiatives européennes majeures. Vous avez là également un lien hypertexte sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir plus de renseignements. La proposition doit réunir des équipements de recherche et d'innovation qui vont être complémentaires et interdisciplinaires. Il s'agit donc de rassembler toutes les forces en présence pour essayer d'atteindre un objectif avec plus d'efficacité. Et ça doit couvrir l'ensemble des niveaux de TRL différents et donc l'ensemble de la chaîne de valeur pour aller jusqu'à l'innovation la plus aboutie. La proposition devra identifier dès le départ les utilisateurs académiques et industriels qui sont ciblés dans le cadre de cet appel et aussi voir comment elle va contribuer à attirer de nouveaux talents, puisqu'un des objectifs de l'appel, c'est de pouvoir attirer de nouveaux talents, les former et aboutir à la création d'une nouvelle communauté de recherche dans ce domaine. Les objectifs du deuxième topic, donc là on a une particularité, c'est qu'on a 3 sous-topics, B1, B2 et B3, et donc au moment de la soumission de la proposition, il faudra choisir entre le topic 1 et le topic 2, le sous-topic B1 ou le sous-topic B2. Le sous-topic B1 consiste à renforcer les infrastructures européennes pour l'observation des gaz à effet de serre, en renforçant les moyens d'observation dans les villes, les sites industriels ou les infrastructures de transport. L'autre possibilité, donc c'est pas cumulatif, c'est alternatif, on choisit l'une des 2 options si on souhaite soumettre une proposition. Le B2, c'est renforcer l'observation de la qualité de l'air dans les zones urbaines, en renforçant tous les réseaux d'observation, en mesurant les polluants de l'air, comme les particules et leurs précurseurs. Et vous avez un sous-topic B3 qui, lui, est commun aux 2, B1 et B2, puisqu'il s'agit d'établir une roadmap et toutes les propositions, que ce soit la proposition B1 ou la proposition B2, devront proposer cette feuille de route. Au niveau du budget, pour l'action B1 plus B3, c'est 13 millions d'euros par appel. Et en ce qui concerne l'action B2 et B3, on est sur 8 millions par proposition. Quels sont les impacts qui sont attendus pour ce topic B et les sous-topics B1, B2 et B3? Il s'agit de permettre l'élaboration d'une stratégie durable fondée sur des données probantes. La question des données est très importante sur cet appel. Il s'agit de collecter des données, de tenir compte des incidences sur la santé, de fournir ces données et d'avoir des modèles qui soient interopérables et qui puissent être utilisés aussi bien par les scientifiques que par tous les stakeholders, les autorités publiques et les décideurs. Fournir des éléments qui vont pouvoir ensuite aider à la prise de décision. Déclencher un processus de prise de décision justement qui va conduire à la modernisation des infrastructures existantes, puisqu'on a vu qu'il s'agit de développer de nouveaux services qui ne sont pas existants pour l'instant. Développer des synergies, ça c'est très important, des synergies et des capacités complémentaires entre les infrastructures de recherche, mais aussi
avec les réseaux de surveillance. Ça contribuera à favoriser des économies d'échelle, à mieux utiliser les ressources et puis aussi à mettre en place une interopérabilité des données entre les infrastructures de recherche et les réseaux de surveillance. Renforcer la capacité à évaluer l'impact à l'échelle des villes et la mise en œuvre des politiques lancées. Ça se fera au niveau municipal, national et européen en ce qui concerne la qualité de l'air. Et stimuler les actions de recherche et d'innovation multidisciplinaires. Donc on a vu que c'était le fléchage innovation était aussi important et le travail interdisciplinaire. Et renforcer la composante in situ de Copernicus, mais aussi améliorer la surveillance de la qualité de l'air et faciliter l'engagement des citoyens. Ça, c'est un élément important auquel on va prendre l'habitude puisque la participation citoyenne est fortement encouragée dans Horizon Europe. C'est un peu la préfiguration. Alors, si on vient maintenant un peu plus dans le détail concernant le B1, puisque là, on a vu un petit peu ce qui était transverse, pour le B1, donc sur les travaux scientifiques et techniques, il s'agit de l'élaboration de concepts et de plans d'architecture et d'ingénierie, mais également, ça va jusqu'à la création de prototypes d'instruments ou de bancs d'essai. Et le deuxième volet, ce sont justement les données. Il faudra avoir des plans pour la conservation, la préservation et l'accès, en respectant bien évidemment les principes FAIR. Le travail conceptuel, les plans d'intégration des nouveaux moyens, puisqu'on va être sur des services nouveaux, voir comment ils vont s'intégrer dans les infrastructures de recherche existantes et dans leur gouvernance. Il faudra également prévoir un budget prévisionnel pour voir quel sera le surcoût généré par ces nouveaux services et avoir des plans de financement à long terme qui soient durables. Et puis, pour ce sous-topic, il y aura l'implémentation pilote dans au moins un site urbain représentatif. Il faudra pour ça avoir l'engagement des autorités nationales et locales. Et puis, la proposition devra concrètement envisager les solutions qui sont pertinentes pour l'évaluation de la qualité de l'air, la traçabilité des mesures et des normes. Et là encore, on insiste sur la question de l'interopérabilité des données. Concernant le sous-topic B2, on retrouve les travaux scientifiques et techniques qui sont l'amélioration des réseaux de surveillance de la qualité de l'air pour essayer de les mesurer de la manière la plus optimale possible et pouvoir générer là aussi des données extrêmement utiles qui devront être soumises au principe FAIR, comme ça a été rappelé précédemment, bien sûr, et ce qui est transverse à tous les appels européens. En ce qui concerne l'implémentation pilote, là, pour ce sous-topic, il s'agit de 2 sites urbains représentatifs et non plus d'un seul comme dans le précédent sous-topic. De la même manière, il faudra un engagement des autorités nationales et locales. La proposition devra porter sur le contrôle de la qualité, la traçabilité des mesures et des normes, et elle devra développer des solutions, là aussi, interopérables, et assurer la comparabilité des mesures entre les villes qui vont être choisies. Et il s'agira également de développer des solutions innovantes pour parvenir à des instruments, une instrumentation mobile. Et le volet est important également à signaler, c'est-à-dire ce sont les initiatives citoyennes d'observatoires qu'il faudra développer. L'idée de ce sous-topic, c'est la proposition, elle devra explorer les synergies et l'interopérabilité, sont les 2 mots-clés qui sont très importants dans cet appel, avec les infrastructures, mais aussi avec les réseaux de surveillance de la qualité de l'air. En ce qui concerne le sous-topic B3, donc qui est commun aux 2 sous-topics que l'on vient de voir, il s'agit donc d'établir une roadmap. La roadmap, elle devra proposer la conception de réseaux d'observation
bien coordonnée et interopérable, qui puisse s'appuyer à la fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les infrastructures, mais également sur les réseaux de surveillance de qualité de l'air et puis tous les travaux qui auront été réalisés. Proposer des synergies pour inciter les parties prenantes, y compris les citoyens, à s'engager. Donc ça, on a vu qu'il allait falloir essayer pour les sites qui vont être retenus, avoir un engagement au niveau local, national et européen, mais également la participation citoyenne et promouvoir la durabilité à long terme de ce qui est proposé. S'engager dans la mise en réseau, la formation et promouvoir l'interopérabilité, la diffusion et l'échange d'expériences et des pratiques. Donc, cette mise en réseau est tout à fait essentielle, mais le volet formation aussi. Proposer un cadre approprié pour coordonner ou contribuer aux principales initiatives européennes. On vous en a listé un certain nombre avec certains liens hypertextes. On est vraiment dans l'idée d'avoir quelque chose qui s'inscrit dans l'existant et qui vient l'enrichir pour atteindre l'objectif attendu par la Commission européenne. Et puis proposer d'éventuelles feuilles de route pour transposer à plus grande échelle ce qu'on aura pu mettre en place là et reproduire des solutions qui vont permettre d'améliorer les infrastructures de recherche et les réseaux de surveillance concernant la qualité de l'air. Un point qui est très important, c'est l'avant-dernière slide. Certes, cet appel est dédié plus particulièrement aux infrastructures de recherche, mais les infrastructures de recherche ne doivent pas s'interdire, vous ne devez pas vous interdire de regarder l'ensemble du Green Deal, parce qu'elles ont une vocation qui n'est pas forcément thématique, elles ont vocation à intervenir de manière large et elles peuvent très bien être des acteurs pertinents pour d'autres volets dans d'autres domaines de l'appel Green Deal. Et c'est une démarche qu'il faut encourager puisque dans le prochain programme cadre, les infrastructures de recherche seront également invitées à participer à l'ensemble des appels et pas seulement au Work Programme qui leur est dédié. Pour terminer, voilà la liste des membres du réseau PCN et également GTN. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Pascal Delbourgo et Gaëlle Decroix sont présentes et ont regardé le chat pour pouvoir lister les questions que vous avez pu poser pendant cette présentation. Et puis, nous sommes évidemment à votre disposition par la suite pour vous accompagner au mieux. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, effectivement, il y a eu quelques questions, notamment… Olivier, je ne sais pas comment tu veux comment il était prévu de procéder. Est-ce qu'on fait topic par topic ou est-ce qu'on fait toutes les questions à la fin? Oui, on va prendre les questions topic par topic, c'est plus simple et plus clair pour les gens qui suivent. D'accord. Alors du coup, j'en ai noté quelques-unes. La première, c'est est-ce qu'une même infrastructure peut candidater à B1 et B3 et à B2 plus B3? Donc Gaëlle Decroix, vous m'entendez? Oui. Ok, donc c'est comme si vous déposiez deux projets, donc ça voudrait dire que l'infrastructure, elle va être dans deux projets, donc ça c'est à vous de voir si c'est pertinent d'être dans ces deux projets, d'être sur la partie Greenhouse Gas Observation ou sur la partie qualité de l'air dans les zones urbaines. Mais c'est comme si vous êtes impliqué dans deux projets. Et pour répondre à l'autre question qui concernait les budgets, parce que je pense que c'est la même personne qui avait posé cette question, Valérie Touré. Si on fait le décompte, comme vous l'a indiqué Nathalie, sur le projet, la partie 1, en fait, on attend une proposition qui est de l'ordre de 7 millions. Au global, en fait, il y a 28 millions sur cet appel. Donc, si vous avez retiré 7 millions de l'appel A, vous voyez qu'il y a une proposition, que les propositions de B1 plus B3, elles sont autour de 13 millions par projet. Et l'action B2, on nous indique qu'il y a environ maximum jusqu'à 8 millions par projet. Vous voyez que très rapidement, en fait, c'est une proposition qui sont attendues si effectivement on est au maximum des budgets demandés.
Alors, une autre question qui est remontée via le chat. Pour le topic B2, la collectivité choisie pour les tests in situ peut-elle être le porteur de projet dans le consortium ou seules les infrastructures de recherche peuvent porter la candidature? C'est-à-dire que dans la proposition, il faut expliquer comment on a choisi la ville en question. Donc, sous réserve de ce que pensent les collègues, moi j'aurais tendance à dire que ça me paraît difficile que ce soit une collectivité qui porte. Parce que dans la proposition, il y a une partie où on doit expliquer, il faut avoir des critères pertinents pour expliquer pourquoi on choisit tel ou tel. Donc, qu'elle soit partenaire, pourquoi pas. Mais porter, je ne suis pas sûre que ce soit ce qui est attendu. Hein. C'est plus ciblé infrastructure de recherche. En tout cas, moi, c'est ma lecture. Et donc, il y avait une autre question, mais vu que les questions sur le chat ne sont pas enregistrées, je vais la reposer à l'oral. Mais il y a déjà eu un début de réponse de Pascal sur le chat. C'était un commentaire suivi d'une question. Le commentaire, c'était « Je suis assez étonnée que seule l'observation soit prise en compte et non l'expérimentation. Si l'on veut tester des solutions de remédiation ou d'adaptation, l'observation est nécessaire mais pas suffisante. Conséquence de cette question, en effet, concernant le sous-topic B2, ne peut-on pas proposer des solutions de remédiation en plus de l'observation ?» Et la réponse qui avait été apportée concernant B2, il faudra bien lire l'appel à sa sortie, parce que pour l'instant, effectivement, on n'a que des drafts, pour voir si l'on peut un peu dévier des observations pures, mais je vous laisse du coup compléter s'il y a quelque chose à compléter. Disons que là, on est sur, je pense qu'on est sur une première étape au niveau du Green Deal. On ne va pas traiter tous les sujets. Je pense que ça a été, c'est assez clairement rédigé dans l'appel et dans l'introduction. Il y aura d'autres appels qui viendront par la suite. Donc, dans cette première étape, ça a été fléché sur l'observation, mais ça ne veut pas dire pour autant que par la suite, il n'y aura pas d'autres appels qui viendront compléter cela, et que s'il y a moyen de pouvoir, dans la proposition, aller au-delà, c'est très bien. Mais je ne sais pas si vous avez des éléments complémentaires à apporter, Gaëlle ou Pascal. J'aurais envie de dire que c'est la phase d'expérimentation, c'est peut-être les autres types d'appels à projets qui sont concernés en fait. Là, effectivement, vous avez la partie B2, il y a une partie de travail conceptuel, scientifique et technique, et puis il y a une phase d'implémentation dans des sites urbains. Donc voilà, donc finalement, ou alors vous pouvez considérer que finalement, je ne sais pas ce que vous appelez expérimentation, on peut aussi se dire que l'expérimentation, c'est le pilote qui va être mis en œuvre sur le site, dans les sites urbains. Tout dépend un peu de ce qu'on entend par expérimentation. Et effectivement, je pense que c'est aussi une première étape. Vous pouvez aussi avoir ces aspects de contrôle de qualité de l'air, enfin l'expérimentation sur ces aspects de qualité de l'air dans les autres appels à projets Green Deal, où vous les aurez aussi sans doute dans le cadre de Horizon Europe, comme vous l'indiquez Nathalie. Et les pilotes, ils ont vocation à être pérennes et possiblement reproductibles. C'est prévu dans l'appel. Oui, bonjour, Emmanuel Klein du PCN Environnement et du PCN Bio. Je voulais recadrer aussi le contexte de cet appel 9.1 en rappelant que l'appel Green Deal est structuré autour de 8 domaines thématiques. Donc, vous avez les webinaires accessibles ailleurs. Et le domaine 9, c'est un domaine transversal pour soutenir la connaissance en support à l'appel Green Deal. Donc, du coup, c'est bien en support de données et de connaissances pour soutenir tous les autres appels du Green Deal dans les domaines thématiques. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre les infrastructures qui vont apporter des données en soutien aux autres projets. Merci, je crois que ça a fait une bonne transition. Je propose que nous passions à la présentation maintenant du 9.2. Je vais charger la présentation et Julien, tu as la parole.
Merci Olivier, vous m'entendez bien? Oui. Oui, super, très bien. Merci Olivier. Donc Julien Ténédos du Point de contact national sciences humaines et sociales. Je vous présente donc l'appel 9.2 2020, donc développer des produits et services pour soutenir l'adaptation au climat et l'atténuation de ses effets. Donc cet appel, c'est un appel RIA, de type RIA. Il y a une enveloppe globale de 25 millions d'euros pour cet appel, et avec un budget par projet demandé par la Commission européenne de 5 millions d'euros. Donc au final, 5 appels qui seront lauréats pour le 9.2. Alors, pour vous résumer l'idée de cet appel, aujourd'hui, la Commission européenne, les données dont elle dispose aujourd'hui, et qui sont d'ailleurs à l'origine de ce Green Deal, prouvent qu'il est nécessaire aujourd'hui de s'orienter résolument vers une Europe zéro carbone. Hein, c'est vraiment le principe du Call Green Deal, sous peine d'avoir à subir les conséquences dont nous sommes aujourd'hui toutes et tous bien conscients. Néanmoins, la Commission européenne reconnaît que c'est à la société civile qu'incombera la charge des actions à mettre en œuvre pour parvenir à une Europe neutre. Et par société civile, elle entend les entreprises, les investisseurs, les gouvernements et les citoyens. Alors, puisque chaque geste aujourd'hui compte, il est donc nécessaire, selon la Commission européenne, de doter la société civile de moyens pour estimer concrètement et rapidement quels sont les impacts de leurs actions sur le changement climatique. Il s'agit donc de donner des moyens à la société civile pour savoir quels sont les modes de production, de consommation et de vie compatibles avec la résilience au climat, et les voies donc à suivre pour atteindre cette neutralité climatique d'ici 2050. Alors, la recherche scientifique a produit évidemment de nombreuses études. Il existe énormément de données sur le changement climatique et sur l'impact de nos actions. Et donc, ici, l'idée forte de cet appel, émis par la Commission européenne, est de donner aux utilisateurs finaux la possibilité de s'emparer de ces données pour les guider dans leurs actions. Alors, on retrouve un peu ce côté nudge qu'on retrouve dans beaucoup d'appels de la Commission européenne, où on incite un peu les citoyens, plutôt qu'on les contraint à opter pour des actions qui soient bénéfiques pour le climat. Et donc, plutôt que de passer par des mesures de contrainte, la Commission européenne nous incite en fait à produire des produits et des services pour montrer quels sont les bons gestes à adopter pour avoir une neutralité carbone. Alors évidemment, ce côté nudge peut être critiqué, hein, on en est tous assez conscients, et ça peut être d'ailleurs aussi une partie de la réponse à l'appel à projet, mais en tout cas, c'est ce côté nudge, ce côté coup de coude un peu paternel pour infléchir sur les comportements, est assez présent dans l'écriture même de cet appel. Alors, en résumé, donc, la Commission européenne attend de cet appel que les consortiums en fait, développent des solutions accessibles et intelligibles pour tous, pour mieux visualiser, clairement, hein, l'idée c'est vraiment de visualiser l'impact de nos comportements sur le changement climatique, et que cette visibilité sur notre impact puisse nous conduire à adopter des comportements qui vont soutenir la neutralité carbone voulue par l'Union européenne en 2050. Alors, concernant les impacts attendus, tout d'abord, il y a un premier impact qui est vraiment qui est un peu lié au côté nudge, hein, c'est de faire du changement climatique non pas une cerise sur le gâteau de nos actions, comme si penser le changement climatique et l'atténuation de ses effets devait arriver en marge de nos actions, mais vraiment faire une sorte d'habitus, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir intégrer concrètement à l'ensemble de nos actions. Donc, essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire du changement climatique un habitus de nos comportements et l'intégrer au quotidien. Ensuite, le côté nudge revient ici parce qu'il s'agit vraiment de donner accès aux acteurs aux informations sur le changement climatique pour qu'ils adaptent leur comportement, et ce côté nudge est rendu possible, selon la Commission européenne, donc par une meilleure visualisation et appropriation des données.
Au niveau des impacts, il y a aussi un soutien fort, une sorte de souveraineté européenne à utiliser des outils scientifiques qui existent déjà. L'appel cite les outils Copernicus et Géo, et de soutenir des solutions européennes en termes de services aux usagers pour combattre le changement climatique. Donc des produits et des services existent déjà, comme le disait Nathalie dans l'appel précédent, et là il s'agit vraiment de s'inscrire dans la continuité de l'utilisation de ces services et dans leur exploitation et l'exploitation de leurs données. Au niveau des impacts, il y a aussi l'idée de proposer des outils pour que chacun, en fonction donc de différents critères qui pourraient les différencier en termes de genre, en termes de culture, en termes de milieu social, d'origine géographique et même de type d'acteur, puisse s'emparer en fait de ces données et puisse contribuer, chacun à leur manière, à contribuer à atténuer les comportements nuisibles à l'environnement. Évidemment, toujours un attendu au niveau des public policy, quelles sont les politiques européennes à mettre en œuvre au niveau local, national et européen, et également une préoccupation en termes de résilience, puisque le combat passera aussi par l'adaptation au changement climatique, et donc essayer de donner les moyens à la société de devenir une société résiliente face au changement climatique. Est-ce que je peux passer? Oui, je peux passer à la deuxième diapositive. Concernant les actions proposées, donc principalement, vous l'avez compris, il s'agira de contribuer à informer les citoyens et les décideurs sur les impacts du changement climatique dans les décennies à venir et à identifier les options d'adaptation et à illustrer ce que les voies vers la neutralité climatique impliquent en fait réellement et concrètement en termes de production, de consommation, de planification et de mode de vie, et le tout en intégrant bien évidemment les facteurs comportementaux. Donc concrètement, il faudra pouvoir accompagner, s'inscrire dans l'utilisation des outils existants, comme Copernicus, Geos, EMODNet et autres actions de l'ESA pour rendre leurs données plus visibles et plus facilement exploitables et utilisables par tous, je le rappelle, en fonction des différents critères qui peuvent nous différencier. Il s'agira également de permettre une exploitation des données qui puissent être personnalisées. En effet, aujourd'hui, la Commission européenne considère que l'échelle des données qui est accessible est peut-être considérée comme étant trop large ou trop compliquée ou pas assez visible. Et donc, concrètement, il s'agit de pouvoir les transformer, en tout cas aider à mieux les visualiser pour pouvoir se rendre compte de l'impact de nos actions à plus petite ou plus grande échelle. Donc il est nécessaire également d'avoir des données qui soient à jour et qui prennent en compte les derniers résultats, les dernières études pour améliorer vraiment la compréhension de l'impact de nos actions. Alors il y a peut-être un lien déjà ici à faire avec l'appel 10.3 qui a été présenté ce matin et dont je vous conseille de revoir le webinaire, sauf si vous y étiez présent ce matin, puisque les données peuvent être également émises par la science participative ou science citoyenne, et donc il s'agira en tout cas dans le cadre d'une réponse à l'appel à projet 9.2, peut-être de consulter également l'appel à projet 10.3 pour voir de quelle manière en fait les données sont produites et sont utilisables à travers ces outils existants déjà au niveau européen et à travers la participation des citoyens. En termes d'activités proposées, il s'agira évidemment, vous l'avez compris, de proposer une synthèse des connaissances et d'en garantir l'accessibilité pour tous, et de proposer un service pilote qui soit exploitable par différents acteurs qui ont des attentes différentes. On pense aux entreprises, aux services publics, aux citoyens, et tout en prenant garde évidemment à lever tous les obstacles pertinents à leur utilisation, notamment en termes d'assurance, de normes de qualité, d'obstacles institutionnels et autres. Et donc vraiment s'assurer que les données puissent être utilisables et que chacun puisse se les approprier en évitant tous les obstacles. Pour citer la Commission européenne et l'appel, les actions menées dans le cadre de ce thème devraient se concentrer plus particulièrement sur l'un des aspects suivants. Donc deux aspects, le développement de produits ou de services, donc, qui permettent de visualiser clairement l'impact de nos actions et des politiques, tout en donnant à voir, et là c'est aussi il y a aussi une fois de plus un rôle de visualisation, tout en donnant à voir les avantages connexes et les compromis à faire, et donner un aperçu des facteurs et des obstacles à ces changements, ainsi que la manière dont ces obstacles peuvent être surmontés. Donc vraiment, on retrouve le côté nudge
data visualisation qui, à mon avis, est central pour cet appel. Et également pouvoir proposer des services et produits qui peuvent être commercialisables, alors que ce soit des services en ligne ou des applications et autres, tout en s'adossant évidemment aux fournisseurs européens de données. Alors, pour faire un point peut-être un petit peu plus précis sur les sciences humaines et sociales, puisque je viens du point de contact national des sciences humaines et sociales, et que cet appel est aussi ouvert, non pas particulièrement, mais en tout cas également aux chercheurs en sciences humaines et sociales, évidemment, dans le nudge, il y a tout un courant scientifique et méthodologique qui est issu qui est notamment lié à l'économie comportementale, qui peut être critiqué, hein, qui peut nous poser question, notamment concernant donc l'efficacité même de la pratique, parce qu'à partir du moment où on sait qu'on est nudgé, il y a moins de chances que ça puisse fonctionner. Il y a aussi une question d'éthique qui se pose sur ce genre d'appel. Et donc, pour les sciences humaines et sociales, il y a peut-être une nécessité de s'impliquer dans ce genre d'appel, notamment alors concernant évidemment la sociologie des acteurs, l'apport des sciences comportementales évidemment, l'apport des neurosciences aussi pour accompagner les acteurs dans l'appropriation de ces services. De plus, qu'on peut ajouter également pour les sciences humaines et sociales, c'est que construire un discours pour inciter au changement requiert évidemment des capacités d'analyse et de visualisation que les méthodes en sciences humaines et sociales peuvent accompagner, et on pense évidemment aux sciences de l'information et de la communication ou aux sciences de l'éducation. Un travail d'accompagnement aussi par la psychologie ou la sociologie est évidemment requis, puisqu'il s'agit d'envisager la résilience, et également, comme on parle de différents publics situés sur différents territoires, il peut y avoir des contributions essentielles de la géographie culturelle ou d'une approche peut-être également par aire thématique, pour identifier en fait les freins culturels au changement climatique et qui permettent en fait d'adapter les outils et les services proposés. Voilà ce que j'avais à dire sur cet appel 9.2. Y a-t-il des questions peut-être? Alors il y a une question pour l'instant. Oui, Anne-Sophie, à toi. Est-ce que les usagers cibles de ces produits et services peuvent être des acteurs des différentes filières ou le topic cible le citoyen dans sa vie de tous les jours? Tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Est-ce que les usagers cibles de ces produits et services peuvent être des acteurs des différentes filières ou le topic cible-t-il le citoyen dans sa vie de tous les jours? Alors, j'ai peur de mal répondre à la question parce que j'arrive pas à bien la saisir. Pour l'idée de l'appel, hein, pour essayer de répondre à la question, c'est de cibler pas uniquement les citoyens, mais de cibler toute la société civile, donc les entreprises, les investisseurs, les gouvernements et les citoyens. C'est clairement indiqué dans cet appel, et donc c'est vraiment le citoyen dans toutes ces structures institutionnelles et publiques et privées qui est ciblé et qui devra recevoir cette information. Nous, en tant que citoyens particuliers, ou nous, en tant qu'entreprise, ou nous, en tant que gouvernement, quels sont l'impact de nos politiques publiques, par exemple, sur le changement climatique, et à partir des données qu'on peut utiliser et qui sont visibles, qu'on puisse immédiatement apporter des correctifs aux politiques publiques ou aux actions qu'on mène de manière individuelle ou collective. J'espère que ça répond à la question. Ouais, je pense que si je peux reformuler, mais du coup tu y as répondu, je pense que c'était plutôt est-ce qu'on parle du citoyen dans sa vie de tous les jours, dans ce qu'il fait en tant que citoyen, ou est-ce qu'on peut aussi le considérer comme usager, comme patient, comme membre d'une association, enfin, voilà, consommateur, etc. Mais du coup... c'est en fait vraiment l'ensemble de nos différentes facettes de citoyens. Les agriculteurs sont-ils également ciblés? Bien sûr, tout le monde, tout à fait. Quelles sont les structures éligibles à cet appel? C'est un appel de la Commission européenne, donc toutes les structures qui ont une entité légale et juridique peuvent répondre à un appel, il me semble. Je confirme. Et écoute, c'est des questions qui viennent d'arriver. Et dans tous les cas, je vais mettre l'adresse du PCN SHS. Bien sûr, il y a toujours l'adresse du PCN SHS. Ah, excuse-moi, Julien, j'ai juste zappé une question.
quid de l'interaction avec les Dias Copernicus? Partenaire ou pas, n'y a-t-il pas de duplication de l'effort? Je ne saurais répondre à cette question précisément actuellement. Je sais qu'il y a eu un besoin d'exploiter les outils scientifiques européens tels que Copernicus, Géo ou autres, mais après, précisément, je ne peux pas répondre. C'est tout pour les questions. Je suis là jusqu'à la fin du webinaire, donc au cas où. Ok. Très bien, merci. Donc, si vous avez d'autres questions, vous continuez à les poser sur le chat et Julien pourra y répondre sur le chat également. Je propose de passer à la présentation suivante que je vais charger immédiatement. Bonjour, donc je suis Laura Sedaine et je vais vous faire la présentation du troisième appel de ce domaine 9 de l'appel Horizon 2020 Green Deal. Donc je suis partie du PCN Environnement, comme Emmanuel Klein qui a pu parler un petit peu plus tôt. Et donc on va parler de l'appel pour les mers et les océans transparents et accessibles vers un jumeau numérique de l'océan. Donc là, vous avez un peu la fiche technique de l'appel, donc le code topic qui vous permet de le retrouver facilement sur le portail du participant. Donc il s'agit d'une action d'innovation, ce qui signifie qu'il y a les TRL de l'appel sont relativement élevés. Ce n'est pas précisé tel quel dans l'appel, mais on imagine quelque chose entre 5 et 7 niveaux de TRL. Le budget de cet appel est de 12 millions d'euros. A priori, ce sera un seul projet financé, en tout cas c'est ce qui est annoncé actuellement. La soumission, comme tous les topics de l'appel Green Deal H2020, la soumission se fera en une seule étape et ce sont les règles de participation standard d'H2020 qui s'appliquent. Pardon, je pense que j'ai pas. Est-ce que vous voyez la deuxième slide? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Okay, super. Merci, désolé, j'ai eu un loupé. Et là, maintenant, je vois plus du tout les slides. Est-ce que... Excusez-moi, alors là, c'est plus bon. C'est moi qui ai fait une mauvaise manip. Je vais la remettre. Je la remets. Voilà, c'est revenu. Je peux reprendre la main. Est-ce que vous voyez bien la deuxième slide? Non. Oui. Oui. Okay. C'est bon, on va pouvoir reprendre le cours des événements. Oui, une information importante, mais qui vaut un peu pour l'ensemble des appels. Hein. Les informations qu'on a actuellement, elles sont c'est un draft de la Commission européenne qui a été diffusé, qui a été publié le 12 juin dernier. Donc, ça signifie que les informations qu'on vous présente aujourd'hui, elles sont susceptibles d'évoluer. Voilà, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on dit est faux et qu'il faut l'oublier dans 2 semaines, mais c'est simplement qu'il peut y avoir des petites modifications, donc il faudra bien faire attention à prendre à se baser sur le programme de travail publié par la Commission européenne, qui devrait l'être à peu près en courant septembre normalement. Donc l'appel sur le jumeau, je reviens à mon jumeau numérique de l'océan. Donc le défi de cet appel, c'est donc de comprendre et de préserver les systèmes socio-écologiques marins. Et cela ne peut pas se faire sans des observations durables des mers et des océans. Ce qui est très important de comprendre, je pense, pour cet appel, c'est qu'on ne part pas de zéro. Dans tout le long d'H2020 et même avant, il y a eu de nombreuses initiatives lancées par la Commission européenne pour l'observation de l'océan. Et donc, l'UE a déjà mis en place une capacité de surveillance et de prévision de l'océan. Et donc, l'appel présent doit vraiment pouvoir permettre de faire un bond en avant dans ce domaine-là, mais en se basant sur l'existant.
Le besoin qu'il y a actuellement, c'est d'intégrer de nombreux types de données, donc physiques, écologiques, biologiques, chimiques, géologiques, des sciences humaines, économiques et sociales, et surtout de pouvoir traduire ces données depuis la connaissance vers les utilisateurs et donc les citoyens, les autorités publiques, mais aussi les entreprises, le secteur privé. Ce qui est important, je pense, et c'est un mot qui revient vraiment dans tout le long de l'appel, c'est l'opérationnalisation des données sur l'océan. Donc c'est vraiment pouvoir traduire, utiliser tout ce qui a déjà été mis en œuvre et tout ce qui existe déjà. Il y a un certain nombre d'infrastructures, de pôles de données qui existent, et donc de les traduire concrètement pour qu'elles puissent être utilisables, réutilisables. Et donc, comme je l'ai dit, l'appel s'inscrit dans une continuité de nombreuses initiatives. Pour ceux qui sont familiers d'H2020, tous les appels économie bleue font partie de l'historique un petit peu de l'appel. Visiblement, il y a des gens qui ne m'entendent pas. Je vais essayer de parler fort. Je ne sais pas si ça règle la situation, mais j'espère que vous m'entendez tous. Donc, je passe au périmètre de l'appel. Donc voilà, développement d'un jumeau numérique de l'océan. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un modèle interactif haute résolution de l'océan. Un modèle virtuel de l'océan, en fait, une image virtuelle de l'océan, pour pouvoir utiliser, et se baser sur des cas concrets dans un certain nombre de bassins locaux et régionaux, et qui prennent en compte vraiment la totalité de l'océan, à savoir depuis le côtier jusqu'à l'eau turier et de la surface de la mer jusqu'au fond marin. L'idée, c'est aussi de couvrir l'ensemble de la chaîne de la connaissance, c'est-à-dire que le but du projet qui sera sélectionné, ce sera de partir de l'acquisition de données qui sont bien sûr multisources, je vais en parler un peu plus tard, jusqu'aux besoins des utilisateurs. Ça, je pense que c'est quelque chose qui revient, vous allez voir un peu dans les logiques des appels du Green Deal, il y a un certain nombre de choses qui reviennent. Donc les besoins des utilisateurs, ça revient pas mal. Le fait de donner aussi un peu plus de pouvoir aux citoyens, ça revient beaucoup aussi. Et donc cet appel-là sur l'océan ne fait pas exception. Donc l'idée, c'est donc évidemment d'utiliser les outils, les données, les services européens qui existent déjà, et de les coupler avec des nouvelles technologies numériques, donc notamment l'analyse de données, l'intelligence artificielle, le calcul haute performance. Le projet a pour but de développer une feuille de route pour l'interopérabilité des données. Donc on revient un peu à cette idée aussi d'opérationnaliser les données de l'océan, pour permettre aux services et infrastructures d'évoluer et de maintenir une vision numérique et intégrée de l'océan sur le long terme. Toujours dans le périmètre, ce qui est important, c'est de compléter aussi les systèmes d'observation existants. L'appel précise bien qu'il y a donc des financements qui sont prévus pour financer de nouveaux capteurs et de nouvelles plateformes. L'idée étant d'identifier un peu les manquements qu'il y aurait, les gaps, et de pouvoir compléter ce qui est existant. Dans les questions des données, l'important c'est aussi de pouvoir intégrer des données structurées et non structurées. Donc ça fait aussi partie, je pense, des nouveaux développements qu'on voit dans les appels de la Commission européenne et qui certainement vont être de plus en plus présents. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir intégrer des notions de sciences citoyennes, mais aussi des données historiques qui dateraient d'avant l'ère numérique actuelle. Et donc d'avoir aussi d'utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir intégrer ces données dans les modèles, dans la modélisation de l'océan notamment. Donc voilà, application des technologies de big data, d'intelligence artificielle, pour intégrer ces données non structurées, mais aussi pour le partage de données vers un certain nombre d'utilisateurs qui ne sont pas tous scientifiques, évidemment, et les capacités de modélisation. La modélisation, elle doit être continue, on attend du long terme. C'est un peu l'idée de cet appel, c'est de faire un pas en avant
sur ce qui a été déjà fait et d'aller vers quelque chose de long terme avec donc une modélisation qui soit multivariable et multidimensionnelle, qui intègre des données très interdisciplinaires, prenant en compte bien sûr les principes FAIR. Donc ça, c'est vraiment tout l'ensemble du projet doit vraiment intégrer ces principes. Je pense que ça, c'est pareil, ça fait partie des choses qui sont dans tous les appels de la Commission européenne et qu'il faut maintenant prendre en compte. On attend aussi du projet qui développe différents scénarios qui prennent en compte les incertitudes, notamment les incertitudes qui sont liées aux pressions humaines et environnementales et aux interactions entre le biotique et la biotique. Par ailleurs, donc, il y a une demande d'avoir une approche de co-création et d'interdisciplinarité. Ça revient un petit peu à ce qu'on a dit sur le fait d'intégrer de la science citoyenne, par exemple, mais aussi de pouvoir avoir des liens avec les utilisateurs finaux, donc pas seulement les citoyens, mais aussi les collectivités locales, le secteur privé, etc. Par ailleurs, dans l'appel, si vous le lisez, vous allez voir, il y a énormément de liens avec les choses qui sont déjà existantes que j'ai listées et que je vous ai mis quelques liens dans la présentation pour vous faciliter un petit peu la vie, mais il y en a beaucoup qui sont cités dans l'appel et le but, c'est vraiment de pouvoir construire à partir de l'existant. Et donc un lien étroit avec les infrastructures européennes existantes est très attendu. Et par ailleurs, et ça je pense que pareil, ça fait partie des choses un peu dans tous les appels, une meilleure information aux citoyens sur la santé de l'océan est attendue, du point de vue des rapports, de l'analyse un peu des données, mais aussi de l'information sur de la prédiction qui sont attendus. Donc, en ce qui concerne les impacts, l'idée, c'est donc de contribuer à l'amélioration significative de la capacité européenne d'observation, de modélisation de l'océan. Donc, c'est vraiment faire ce bond en avant vers une modélisation plus intégrée qui prenne en compte toute la chaîne de la connaissance, depuis la collecte de données jusqu'aux utilisateurs, en développement donc, des observatoires intégrés multidisciplinaires. Voilà, donc le but, c'est aussi de prendre en compte les observatoires existants et de les compléter. Il faut aussi, donc, il est attendu de renforcer la conservation et la gestion des infrastructures et zones marines en conservant la productivité et la biodiversité des écosystèmes marins. Donc, notamment, voir un peu quelle est l'influence de l'interface rivière-mer sur les écosystèmes et l'impact sur les écosystèmes et la biodiversité. Donc, dans cette phrase, il y a aussi vraiment la notion d'impact socio-économique de l'appel. L'appel, il se base aussi sur donc voilà, toutes les notions d'économie bleue. C'est vraiment tout ce qui implique voilà, l'aquaculture, la pêche, les transports maritimes, etc. Par ailleurs, donc, améliorer l'engagement citoyen. Ça revient un petit peu à ce que j'ai dit précédemment. Voilà, les actions bottom-up qui viennent des citoyens et des actions de co-construction. Inclure les données non scientifiques des utilisateurs de la mer. L'idée, c'est aussi qu'au départ de la collecte de données, et surtout de la modélisation, il y ait davantage que les données non scientifiques puissent être intégrées dès le départ. Et enfin, dans les impacts attendus, il y a aussi d'encourager l'industrie à identifier des opportunités autour des données de l'océan, faire en sorte que ce jumeau numérique il soit aussi créateur d'opportunités. Alors, donc, comme je l'ai dit précédemment, ce topic, il ne vient pas de nulle part et il doit s'appuyer sur un certain nombre de services, de réseaux, d'initiatives européennes qui existent, qui sont déjà à l'œuvre et qui font déjà un certain nombre de choses que je vous ai donc listées ici. Je pense que c'est indispensable, si vous prévoyez de déposer une proposition, il est indispensable de se renseigner sur ces réseaux-là s'ils ne sont pas déjà connus, quoi. Donc il y a
le service marin de Copernicus, qui est évidemment très important, et Modnet, qui est un réseau d'infrastructures et de données sur le marin également. Le Blue Cloud, qui est un projet H2020, qui est une espèce de plateforme numérique qui donne accès à la donnée un peu multidisciplinaire et sur l'océan et les aspects, disons, de durabilité de l'océan. Et puis, l'appel exige aussi qu'il y ait un lien qui soit fait avec les projets qui sont financés par l'ESA sur l'océan. Donc ça, il faut aussi également se renseigner. Donc, comme l'a dit aussi Nathalie un peu plus tôt sur le premier topic du domaine 9, le projet, ce topic-là, il s'appuie aussi beaucoup sur des infrastructures marines existantes. Donc là, vous avez les infrastructures d'observation de l'océan. Je pense qu'elles sont connues. Je vous ai mis les liens vers les sites web en question. Et par ailleurs, je pense que ça peut être aussi intéressant de se renseigner sur les projets H2020 qui ont été financés, et les projets européens au sens large, qui ont été financés sur la thématique de l'observation et de l'océan. Parce que voilà, l'idée, c'est pas de repartir de zéro et d'avoir des doubles financements. Donc, vous pouvez aller consulter la base de données Cordis, qui recense l'ensemble des projets financés par l'Union européenne et qui permet sur laquelle vous pouvez filtrer, en fait, vous pouvez se filtrer par mots-clés. Donc, si vous voulez mettre Marine Science Project ou quelque chose comme ça, vous pouvez aller voir assez facilement l'ensemble des projets qui ont été financés à ce jour. Donc, sur le contexte de l'appel, de la même manière qu'il est important que le projet ait des liens avec des projets existants, c'est d'ailleurs même explicitement écrit dans l'appel, hein, il y a vraiment un budget qui doit être dédié aux liens avec les projets existants. Le contexte de l'appel est très important. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller regarder le webinaire général de présentation de l'appel Green Deal, qui est sur le même site horizon2020.gouv.fr, parce que c'est une présentation d'un représentant de la Commission européenne qui est vraiment très intéressante et qui vous donne vraiment les clés du contexte de l'appel Green Deal. Et je pense que ça peut être vraiment utile si on prévoit de déposer un projet. Donc plus spécifique sur l'appel, il y a évidemment la décennie des Nations Unies pour les océans, qui est évidemment rattachée aux objectifs du développement durable. Vous avez également la stratégie numérique de l'Union européenne qui vise à préparer l'Europe à l'ère numérique. Et je ne l'ai pas mis ici, mais il est évident que la stratégie pour la biodiversité qui a été mise à jour spécifiquement pour le Green Deal par la nouvelle commission qui est au travail depuis l'année dernière, est très importante. Donc, dans les objectifs de cette stratégie pour la biodiversité, il y a tout un volet sur les mers où l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer davantage de zones protégées. Et donc, l'objectif de la stratégie, c'est une stratégie pour 2030, elle doit pouvoir créer 30% des mers en Europe qui soient des aires protégées. Donc ça, je pense que ça fait aussi partie des choses à avoir en tête si on souhaite déposer un projet. Voilà, j'en ai fini avec l'appel 9.3. Je voulais juste très rapidement donner quelques éléments. Voilà, là on est vraiment sur un appel qui est Horizon 2020, mais vous savez que Horizon 2020 se finit bientôt et qu'il y a un certain nombre de choses qui sont déjà à l'œuvre pour la suite du programme cadre, et donc on sait un petit peu ce à quoi on peut s'attendre pour les appels qui seront publiés à partir de 2021. Et donc, pour les personnes qui seraient intéressées par des projets sur l'océan, mais qui ne trouvent pas leur compte dans l'appel Green Deal, sachez qu'il y aura 12 appels sur l'océan, notamment dans le cluster 6 du pilier 2, qui est le cluster environnement, bioéconomie, ressources naturelles, etc., dans lequel il y a un volet mer, océan et eau continentale. Par ailleurs, Horizon Europe devrait voir
le lancement d'une mission océan. Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier avec la notion de mission, je ne vais pas m'éterniser, mais il y a une mission océan qui s'intitule « Régénérer nos océans et nos eaux pour 2030 ». Et donc, ce mois-ci, le Mission Board, qui doit définir un peu les objectifs de la mission océan, a rendu un premier rapport que je vous invite à aller consulter. Et puis par ailleurs, on aura également un partenariat pour l'économie bleue qui devrait être lancé, mais dont les premiers appels devraient être dans un second temps pour 2023. Voilà, je vous ai mis le calendrier aussi de l'appel Green Deal. Vous retrouvez toutes les informations sur horizon2020.gouv.fr si jamais vous les avez loupées, mais on peut s'attendre à une publication le 18 septembre du programme de travail pour les appels Green Deal et avec donc les journées recherche et innovation, les R&I Days, qui devraient se passer virtuellement du coup, qui pourront permettre un peu d'identifier des partenaires. Et donc la date limite de la soumission des propositions, ça vaut pour tous les appels du Green Deal, de l'appel Green Deal H2020, pardon. Ça sera en janvier 2021 et les projets sélectionnés devront obligatoirement être signés avant la fin de l'année 2021. Ça, c'est une obligation contractuelle. On ne pourra pas dépenser leur budget après. Donc, voilà. Très, très rapidement, je l'ai mis parce que je pense que c'est bien que vous les ayez même à consulter par ailleurs. On vous a préparé quelques slides sur comment s'y retrouver, comment trouver des partenaires et faire des propositions de compétences. Donc là, vous voyez le portail du participant sur lequel vous pouvez trouver l'appel et sachez que donc, sur le portail du participant, il y a des possibilités d'identifier des partenaires. Donc vous pouvez, quand vous allez dans l'appel, en bas de l'appel en général, vous avez un petit bouton Partner Search qui vous permet d'identifier de proposer des compétences et puis de voir si il y a d'autres partenaires européens qui ont eux aussi proposé des compétences et voir si vous pouvez monter un consortium ensemble. Donc je pense que l'idée aussi de ces webinaires en juin, c'est aussi de vous permettre d'avoir le temps de construire ces consortiums, puisque le temps on va avoir très peu de temps entre la publication et puis la deadline des appels, donc c'est vrai que c'était un peu ça l'idée. Voilà, donc là je vous ai remis, il y a une partner search générale sur le portail du participant, vous avez tous les liens. Sachez aussi qu'au niveau du PCN, on publie aussi vos recherches de partenaires et offres de compétences pour le domaine environnement. Donc si vous souhaitez publier, il faut nous écrire à l'adresse du PCN. Par ailleurs, vous avez aussi des réseaux européens donc, qui font aussi cette mise en réseau. Donc là, le NCP Scare, que vous pouvez aussi solliciter. Et qui vous permet d'identifier des partenaires, de monter un consortium. Vous pouvez également solliciter le réseau EEN, donc Europe Enterprise Network, plutôt pour le secteur privé, mais je pense que la plupart des appels maintenant incluent des partenaires privés, donc je pense que ça peut être intéressant d'aller voir. Et puis j'en finis ici avec un certain nombre de liens qui peuvent vous être utiles. Et j'ai fini ma présentation. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et si vous avez des questions, je laisse mes collègues me les transmettre, parce que je n'ai pas eu le temps de tout lire en même temps. Alors, il y a une question qui est assez globale, c'est où trouver le lien vers le webinaire du Green Deal de la Commission. Ça, éventuellement, je peux y répondre moi-même. Quand vous allez sur le portail horizon2020.gouv.fr, vous avez la première chose qui apparaît, c'est l'article vers les présentations détaillées. Donc là, vous avez vraiment toute la liste des webinaires qui ont eu lieu et ceux qui n'ont pas encore eu lieu seront chargés également sur cette page. Les questions plus spécifiques maintenant. Il y en a une plutôt côté budget de cet appel 9.3. Est-ce qu'il est attendu un unique gros projet qui aborde l'ensemble des sujets ou est-ce qu'on peut éventuellement avoir plusieurs projets? Qu'est-ce que la Commission a dit? Alors, a priori, ce qui est écrit dans l'appel, mais ça pourrait être modifié, hein, mais si vous voulez, on a le budget de l'appel global qui est de 12 millions d'euros. Et dans le corps de l'appel, il est mentionné que les projets qui proposent des budgets de 12 millions d'euros
c'est à peu près ce qu'attend la commission. Donc en fait, on en déduit que la commission attend un projet. Enfin, elle financera un projet. Il y a une autre question. Laura, c'est Pierre Bayrel. Je peux intervenir? Oui, bonjour Pierre, je ne t'ai pas présenté, mais bien sûr, tu peux intervenir comme il te souhaite. Je te laisse compléter ce que j'ai dit ou ce que j'ai oublié. Ouais. Je fais très vite parce que le temps est passé. Donc, on m'a demandé d'être là pour expliquer cette philosophie du Twin Ocean, là. Donc, je suis le directeur de Mercator Océan et je dirige le Copernicus Marine Service pour la Commission européenne. Donc, on est en plein au cœur de ce sujet-là avec un gros effort de modélisation de l'océan et de structuration de toutes les informations de type de données. Je voulais juste expliquer que, oui, a priori, c'est un projet unique qui est attendu là-dessus parce que tout l'esprit de ces histoires de jumeaux de l'océan, il y a aussi le Twin Earth, il y a d'autres choses, c'est d'arriver à mettre un point clé un peu central et un point d'appui par rapport à une communauté. Alors là, je parle de la communauté marine qui est hyper dynamique en amont en termes d'observation. On voit le nombre d'infrastructures de recherche qu'il faut pour faire ça, et également en aval en termes de marchés qui peuvent être utilisateurs de tout ça, qu'on voit dans des pôles de compétitivité en France, ou comme le pôle mer, ou dans des institutions, dans tous les services de type public. Et donc la Commission cherche à structurer un service qui permet de créer un appui pour nourrir, pour valoriser toute l'information en amont qui vient de plein de sources différentes et offrir un point de ressources pour tous les différents usages. C'est ce qui se passe dans Copernicus, c'est ce qui se passe dans EmoNet, etc. Et là, l'idée de ces jumeaux, de ce Twin Ocean, c'est d'avoir une gestion très dynamique de questions-réponses. Donc, ce qui s'invite ici, c'est le digital, et c'est une certaine maturité de la demande, c'est-à-dire d'être capable d'interroger une infrastructure pour qu'elle réponde à la question posée. Et c'est là où ça se joue, donc on a besoin d'y intégrer de l'innovation, des outils plus modernes pour jouer avec de la donnée. Et évidemment, un des points clés, mais Laura l'a très bien dit, c'est de s'appuyer sur tout ce qu'on a aujourd'hui pour ne pas réinventer toutes les infrastructures existantes, mais s'appuyer là-dessus et rajouter une surcouche de services dynamiques qu'on peut interroger. Donc oui, les DIAS, on va essayer de les utiliser, question de Philippe Bombay tout à l'heure, sur des plateformes qui ont été inventées par Copernicus. Oui, a priori, c'est un gros projet qui était une des questions qui a été posée également. Il y a une dernière question, mais qui concerne l'ensemble des PCN, qui concerne l'efficacité des formulaires de recherche de partenaires et sur leur efficacité pour monter des consortia qui gagnent des projets. Est-ce que les PCN auraient des chiffres sur, je sais pas, une évaluation sur l'efficacité de ces formulaires ou de ces mises en relation? Je ne sais pas si on a des chiffres de taux de succès je laisserai mes collègues PCN compléter, mais je pense que c'est assez variable d'un appel à l'autre. Et ça dépend aussi des partenaires que vous avez en face, en fait. Donc, je pense que c'est assez variable. Je ne dis pas que c'est une recette miracle, mais je pense que ça peut vraiment aider à compléter un consortium quand vous avez une compétence qui vous manque ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas quelle est l'expérience de mes autres collègues PCN. Pour répondre pour le PCN-SHS, oui, je suis d'accord avec toi. On n'a pas beaucoup non plus de données à ce niveau-là. Et c'est effectivement très, très variable en fonction des appels et du consortium. Donc, pas de réponse précise de notre part parce qu'on n'a pas vraiment de chiffres à opposer en face. Et au niveau du PCN Infra, je ne sais pas si vous avez ce type de... On a un peu moins de... il y a les infrastructures, c'est des réseaux qui sont déjà assez bien constitués, les gens se connaissent. Mais on a effectivement, on n'a pas beaucoup de retours en fait par rapport. On est assez peu sollicité en tout cas, voire jamais pour mettre en place des appels à recherche de partenaires. Donc on n'a pas véritablement de retour là-dessus, mais j'ai tendance à répondre comme mes deux collègues. Ça dépend à la fois du partenaire que vous recherchez et un peu de l'offre que vous proposez. Mais c'est vrai qu'en infrastructure, on n'a pas beaucoup d'expérience.
Alors, il y a une autre question qui vient d'arriver et qui est à destination de Pierre Bahurel. L'appel prévoit la possibilité de financement de nouveaux systèmes, capteurs, plateformes pour les gaps existants. Envisage-t-on des actions spécifiques pour les régions ultrapériphériques? Et là, c'est la réunion qui pose la question. Eh bien, donc c'est Pierre Bahurel qui répond. Je suis pas dans je connais pas l'intention de la Commission européenne dans le détail, mais je sais qu'ils sont très sensibles à ça, c'est-à-dire d'aller travailler dans les régions ultrapériphériques et de ne pas oublier que l'Europe dépasse autour du continent. Ça, c'est des points, je pense, qui peut être favorablement entendu. Je sais pas, c'est une interprétation, c'est mon point de vue. Mais à chaque fois qu'on a pu discuter de ce genre de choses, on cherche toujours, au niveau de la Commission, à montrer l'ensemble du territoire européen, y compris la Réunion. Et du coup, il n'y a plus de questions, mais il y a un rappel important. Effectivement, les pôles de compétitivité peuvent aider à trouver des partenaires à la fois en France et en Europe. Pas uniquement les PCN, il y a effectivement d'autres acteurs qui sont là pour vous aider. Et c'est tout pour les questions. Olivier, je te repasse la main. Oui, merci. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je crois que nous allons terminer ici, à moins que quelqu'un souhaite, dans les intervenants, ajouter quelque chose à ces 3 présentations. Non, apparemment. Eh bien, dans ce cas, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et bien sûr, je remercie les intervenants pour les présentations, pour avoir répondu aux questions. Je précise à tous les gens qui ont assisté au webinaire qu'il sera mis en ligne probablement d'ici ce soir. Sur la page où sont présentés l'ensemble des webinaires, vous pouvez donc y assister à tous en replay, même ceux auxquels vous n'étiez pas inscrits. Vous pouvez également retrouver le webinaire de présentation de MRSEI et il y aura bientôt celui sur l'aide aux entreprises. Ils sont tous accessibles avec les présentations PowerPoint en général dans la demi-journée ou la journée suivant la présentation. Et bien sûr, restez attentifs à l'ouverture des calls qui aura lieu courant septembre. Et n'hésitez pas à recontacter l'ensemble des points de contact nationaux qui sont à votre disposition pour compléter les informations, vous donner des conseils et de l'aide si vous montez un projet. Merci à tous.